Salut, c'est Alex et Johan pour la team Chekhov. Aujourd'hui, on a la chance d'être chez Majestic et on a Benjamin qui est avec nous. Salut. Salut Benjamin. Donc, tu as accepté de te prêter à l'exercice de répondre à quelques questions. Majestic, ça a ouvert quand? Il y a combien de salles? C'est quoi le concept un petit peu? Tu peux nous résumer ça? Donc Majestic, Majestic ça a ouvert en octobre 2017. Le 31 octobre 2017, on avait dit aux gens qu'on ouvrirait en octobre 2017. On a ouvert le 31. Vous avez respecté, on a respecté la date. Ouais, c'est pas souvent que les escapes respectent la date d'ouverture. Du coup, on a relevé le défi. On a cru comprendre ça, ouais. Ouais, et donc on a ouvert dans un premier temps avec une salle qui s'appelle Atlantide, qui est un univers un peu fantastique où on part à la recherche du trésor des Atlantes. Quelques mois plus tard, on a ouvert le Titanic. Là, le scénario se profile assez facilement, donc le bateau est en train de couler, il faut éviter de couler avec. D'accord. Et plus récemment, là du coup, en octobre 2018, on a ouvert une salle en partenariat avec Xilam, qui est un studio d'animation français qui produit Oggy et les cafards. Donc on a ouvert une salle Oggy prisonnier du temps, où là le but est de retrouver Oggy, c'est un voyage dans le temps, on essaie de retrouver Oggy à différentes époques. D'accord. Donc une salle qui est accessible pour les plus jeunes, j'imagine aussi, celle-là? C'est ça, c'est un univers un peu cartoon, alors qui est accessible pour les enfants à partir de 8 ans, mais on peut aussi le jouer en mode adulte. D'accord. Très bien. Et tes autres salles, c'est profil plutôt adulte, ça fait peur, c'est accessible à tous? Alors, ça fait pas peur. Bon, pour ce qui est du Titanic, forcément, c'est un petit peu angoissant, le bateau en train de couler, mais il n'y a pas d'acteurs qui vont arriver pour essayer de vous faire peur. Pour ce qui est des niveaux, nous ici, on n'est pas forcément dans la performance, etc., ou dans des salles très 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 dures. On va dire que sur le Titanic, on est sur un niveau intermédiaire, et sur l'Atlantide, elle est un poil plus simple. On va dire que le Titanic, on est autour de 50% de réussite, et l'Atlantide autour de 70%. L'escape game, vous êtes rentré dedans pas directement avec tes associés, tu pourras peut-être en parler tout à l'heure. Vous avez ouvert Majestic, à combien vous étiez au départ sur cette escape? Pour ce qui est de la partie concrète, donc sur place, on était deux du coup, moi et Rémi du coup. Et après voilà, on était juste plusieurs après à financer l'ensemble. Mais pour ce qui est de la conception et de la construction en elle-même, depuis le début, donc on est deux dessus, il y a moi et Rémi. C'est vous qui concevez les histoires, c'est vous qui avez écrit Atlantide et Titanic? C'est ça. Avec Rémi, alors ça s'est passé plusieurs mois avant l'ouverture. Je pense qu'on peut même dire que un an avant, on va dire que avant un an avant l'ouverture, c'est là un peu là qu'on a commencé à vraiment se plonger dans les scénarios qu'on voulait. Et donc c'est là qu'on a commencé à penser au Titanic, à l'Atlantide. À l'époque aussi, on réfléchissait pas mal autour de Tchernobyl, qui sera donc potentiellement notre 4e salle. Cool. Et voilà, donc ça a pris un petit peu de temps. On a commencé à écrire ces trucs-là. Après, on a rencontré différents prestataires que vous connaissez peut-être d'ailleurs, enfin sûrement. Par exemple l'Absterium ou des choses comme ça qui eux fabriquent des mécanismes. Des mécanismes. Après on a rencontré des décorateurs, décorateurs de cinéma, des décorateurs qui travaillent des parcs d'attractions, et tout ça a commencé à se mettre en place, et donc pour cette fameuse ouverture fin 2017. Yes. Vous vous êtes pas lancé tout de suite dans la gestion d'un escape game. Vous avez d'abord commencé par un blog avec Rémi. C'est ça. En fait, même historiquement, on n'avait pas forcément prévu d'ouvrir une salle, une enseigne. Ce qui s'est passé, en effet, c'est que en 2015, si je dis pas de bêtises, Rémi a commencé sur son blog à parler un peu d'escape game, et il s'est rendu compte que ça marchait bien, et donc là est née l'idée de créer Escape Game Paris. Escapegame.paris, qui est devenu aujourd'hui escapegame.fr, et donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on a travaillé là-dessus, à tester différentes salles en France, un peu à l'étranger, etc. Et au fil du temps, c'est notre entourage qui nous a demandé mais pourquoi vous n'ouvririez pas votre salle du coup, et donc on était tout à fait sûr au début, puis finalement on a eu l'opportunité dans le travail qu'on avait à l'époque, enfin chacun de notre côté, on a eu l'opportunité de quitter notre boulot pour pouvoir se lancer, donc du coup on l'a fait quoi. La transition, passer de blogueur d'escape à gérant d'escape, comment ça se passe? Est-ce que ça aide? Qu'est-ce qui vous a servi? Qu'est-ce qui vous a surpris aussi peut-être dans cette expérience? Ouais, en fait, en vrai, le vrai truc qui nous a fait hésiter à nous lancer, c'est justement le fait qu'on ait ce blog-là. Et qu'on s'est dit que ça allait faire potentiellement des vagues, ou que ça allait créer des problèmes, etc. Voilà.
Et en vrai, ouais, ça a été une des raisons principales qui nous a fait hésiter à nous lancer. Après, du coup, voilà, on a dit bon, bah, on se lance et du coup, on borne le truc très clairement. Nous, sur le site, du coup, on se permet pas de noter les salles parisiennes. Oui. Enfin, du coup, plus depuis qu'on a ouvert notre enseigne, quoi. Parce que forcément, sinon, on allait être jugé parti, ça fonctionnait pas très bien. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a pas que nous sur le site, donc il y a également Mélanie qui fait des reviews et donc, du coup, qui s'occupe de tout ça. Et ouais, non, c'était un point assez important pour nous au début qui nous a fait beaucoup peur. Et on a eu raison finalement d'avoir un petit peu peur. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a fait quelques vagues, etc. Voilà, nous, de notre côté, on ne pense pas avoir fait mal les choses. Après, il y a d'autres parties, si on ne va pas rentrer dans ce détail-là, hein, mais il y a peut-être d'autres parties qui vous ont aidé. Alors, par contre, vu pas mal de salles. En effet, le fait d'avoir testé pas mal de salles, ça nous a aidé. Je dirais que ça nous a aidé pas forcément à faire les meilleures salles du monde, mais au moins à pas faire les salles avec les défauts qu'on avait remarqué nous. C'est tout ça qu'on a essayé de faire quand on a créé nos salles. Alors le marché a un peu évolué depuis 2017, mais à l'époque on a commencé à réfléchir à nos salles. Ça commençait à être un peu le tournant des salles où on se rendait compte qu'il fallait qu'il y ait quand même une histoire qui tienne la route, qu'il y ait des effets un peu waouh dans la salle, etc. Ça, c'est un truc qui n'existait pas trop avant 2017. Et donc, c'est dans cette optique-là, nous, quand on a créé nos jeux, on a pensé à tous ces petits trucs-là, justement, en disant, bon, déjà, faut que les choses aient du sens. Faut pas qu'on ait, on sort un chiffre d'un chapeau, ça ouvre un cadenas, et après, on appuie sur un bouton, il y a une porte qui s'ouvre, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Ça, pour nous, c'était pas possible d'ouvrir une salle avec ces défauts-là. Donc on a fait en sorte d'avoir des scénarios qui tenaient la route. Et puis voilà, après dans le scénario aussi, faire en sorte que l'immersion soit parfaite. Nous, notre objectif, c'est de se dire que là, les gens, ils arrivent, ils sont à Paris, ils rentrent dans la salle pendant une heure, ils oublient qu'ils sont à Paris, ils sont complètement autre part. Et donc ça, j'espère qu'on a quand même réussi ce pari-là. A priori, les gens sont assez contents de l'immersion. Ouais, c'est clair que ici... en termes de qualité de décor, d'intégration dans la trame narrative, tout ça... On a vraiment l'impression de revivre un film, voire d'être acteur d'un film. Quoi. J'étais Leonardo DiCaprio et t'étais Kate Winslet. Pourquoi l'inverse? Non, mais c'est vrai que... Vous l'avez joué à 2 la salle ? Non, on l'a joué à 4, je crois. Ouais. Je m'en rappelais plus. Mais ouais, c'est vrai que c'est agréable et c'est quelque chose qu'on attend maintenant. On en a parlé avec certains gérants d'enseigne. Il y a une vraie attente en fait des joueurs maintenant qui sont un peu plus éduqués sur les escapes. Voilà, on n'attend plus juste 3 chiffres là et un cadenas qui va en face, quoi. La demande est de plus en plus forte et exigeante. Ouais. Donc c'est l'évolution, on va dire, classique en fait du concept d'escape game en lui-même. Quoi. Tu vois ça évoluer comment, les futurs escapes, les escape games de demain? Toi, t'as une idée ou t'as une vision? Non. Moi, c'est clair. Non, je sais pas, c'est compliqué un peu de parler de ça parce que nous, déjà, on a des idées un petit peu pour nos futurs projets, mais bon, je veux pas. Bien sûr. Après, c'est pas des trucs révolutionnaires non plus, mais je pense que on se dirige quand même de plus en plus vers des trucs de plus en plus immersifs. Et ça se trouve peut-être avec un petit peu moins d'énigmes, mais juste de plus en plus d'effets ouf, pour vraiment être acteur, être au centre de l'histoire et vivre un film en réel, quoi. Parce qu'au final, l'escape game, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo, mais en vrai, avec un vrai décor. Et du coup, voilà, je pense que on peut encore pousser le truc encore plus loin, quoi. Mais, ouais, je comprends. On a vécu aussi des salles un petit peu comme ça, où c'était pas véritablement des énigmes très difficiles, c'était plus, tu avais un roadmap et tu le déroulais en fait. Et tu étais vraiment au cœur de l'histoire comme ça. Et c'est vrai que c'est pas désagréable non plus, c'est un peu différent, mais... Je pense qu'il y a un peu ça dépend un peu du public. Moi je sais que je suis beaucoup plus fan de l'immersion, des décors, etc. que des énigmes en elles-mêmes. Donc moi c'est sûr que j'adore les salles comme ça où tu progresses de manière assez fluide et tu fais waouh toutes les 4 secondes, c'est assez cool. Mais bon, après il y a un juste milieu à trouver, je pense. Bien sûr. Mais c'est sûr qu'à l'inverse, nous on le voit un peu ici, on va dire qu'on a 5% des équipes qui viennent là qui sont plutôt dans la performance et du coup limite on pourrait les mettre dans une salle toute blanche avec juste des casse-têtes posées par terre et ils seraient aussi contents que là si c'était dans le Titanic avec un vrai décor. C'est un peu dommage du coup parce qu'on passe à côté de la salle, quoi, derrière. C'est ça. Ouais.
En tant que Game Master, on a une question qu'on aime bien poser. Ouais. Enfin, quand on a un Game Master, c'est est-ce que tu as des anecdotes croustillantes que tu aimes bien raconter à tes collègues genre une équipe qui t'a complètement surpris ou qui a fait un truc complètement what the fuck dans la salle. On a des trucs, alors c'est toujours compliqué d'en parler sans spoiler, bien sûr. les trucs. Dans les trucs marrants qui spoilent pas trop, je pense, dans l'Atlantide, on a, vu que c'est un univers un peu fantastique, les gens ont toujours pas mal d'imagination pour faire des choses. Et une fois, on a eu des mecs qui ont commencé à faire une petite farandole en se tenant la main pour essayer de faire, je sais pas, comme une espèce d'incantation un peu magique pour déclencher quelque chose. Et du coup, c'était très drôle. On les a laissés faire un petit peu 5 minutes pour leur dire non, en fait, ça sert à rien de faire ça. Dans le Titanic, on a plutôt, alors à l'inverse, c'est plutôt des drames, entre guillemets. Ouais. Parce que le Titanic, en fait, c'est une salle qui peut se jouer à deux. Les groupes de deux, c'est souvent des couples. Et souvent, ils oublient un peu les caméras, etc. Et souvent, on a des engueulades entre couples qui sont des fois c'est un peu gênant, on a un peu envie de leur dire bon on vous voit, on vous observe, on vous entend, vous réglerez ça tout à l'heure. D'accord. Mais bon, généralement à la fin quand ils gagnent, ils sont un câlin, ils sont super contents. D'accord. Il y a une happy end quand même. Ouais, en fait, alors c'est marrant, je trouve qu'il y a une anecdote assez drôle sur les premières salles, enfin j'ai l'impression qu'en discutant avec pas mal de gérants, souvent t'as un peu le syndrome de ouais, la première salle que j'ai fait, elle était pas terrible, mais du coup ça m'a donné envie de faire plein de trucs. Et moi c'est un peu ce qui s'est passé la première salle que j'ai fait. Bon, c'était pas la catastrophe non plus, mais je me suis dit ouais, c'est bien. Bon, les décors c'était pas ouf. Il y avait 2-3 trucs qui avaient un peu ni queue ni tête, et du coup dans ta tête toi tu te dis mais en fait il y a moyen de faire des trucs géniaux quoi. Ouais. Et donc au final je pense que c'est pas mal de commencer par des salles un peu. Ouais. Bah, y a deux cas de figure, c'est soit ça nous dégoûte et du coup les gens ne veulent plus y toucher derrière, soit ils sont curieux, ils se disent il y a du potentiel, il y a forcément des enseignes qui ont fait mieux. Et qui pourra avoir non une mais là c'était pas la catastrophe, non mais c'était juste que, mais pour le coup c'était inspirant, tu vois, tu te dis ah ouais, en fait ça on pourrait l'améliorer comme ça on pourrait l'améliorer comme ça, on pourrait faire une salle ouf quoi. C'est clair, à chaque fois c'est très propice à l'imagination, et derrière, c'est rare quand tu sors d'une escape et que tu refasses pas le monde derrière en te disant ouais mais attends, là s'ils avaient remplacé ça par un truc comme ça aurait été incroyable, c'est dommage que là au niveau de l'histoire on n'ait pas eu ça et tout. Enfin je sais pas, nous à chaque fois c'est ça. Ouais. On refait le monde à chaque fois autour d'un verre après un escape. Ou deux, mais ouais c'est ça. Et... Mais même nous pour nos salles, régulièrement on se dit ah en fait c'est vrai qu'on pourrait améliorer ça comme ça, etc. Et du coup est-ce que vous modifiez un peu les salles après leur sortie ou est-ce que ça reste immuable Non, alors pour le coup, ouais, nous notre approche c'est plutôt de faire évoluer si on voit au fil du temps qu'il peut y avoir des choses améliorées ou même rajouter des trucs, etc. Après le problème qu'on a c'est plutôt des problématiques de temps pour faire ça en fait. Mais typiquement sur l'Atlantide, sur le Titanic, Monsieur Rogi, on a plein d'idées potentiellement d'amélioration. Alors c'est juste des petites touches par-ci par-là quoi. Après, en vrai, on n'a juste pas le temps de le faire, mais on aimerait bien. D'accord. Donc tu elle fonctionne quand même très bien. Faut oui, après, voilà, on se fout pas trop la pression non plus dans le sens où les gens sont quand même contents, donc ça va. Mais puis voilà, je dis c'est juste des petites touches par-ci par-là. C'est pour pinailler un peu, pour améliorer encore plus la qualité du jeu, mais voilà. Elles sont déjà très bien. Il y a des trucs des fois où justement. Enfin, moi qui suis pas toujours adepte des casse-têtes très très durs, il y a des trucs que j'aimerais bien fluidifier un petit peu. D'accord. Mais fluidifier, ça veut dire aussi rajouter des étapes au départ parce que sinon ça te déséquilibre un peu ça diminue le temps de ta salle de compte. Ouais. Donc tu parlais tout à l'heure de la 4e salle, donc Tchernobyl. Ouais. Est-ce que tu aurais une idée assez large de la date de sortie je vais te dire 2020. D'accord, 2020. Comme ça me laisse jusqu'au 31 décembre 2020. C'est ça, exactement. 2020. Et est-ce que dans un avenir encore plus lointain, vous envisagez d'ouvrir encore d'autres salles ou peut-être même d'ouvrir l'enseigne dans d'autres villes en France ? C'est pas un objectif qu'on s'est fixé. Dans l'immédiat, on est content de faire ce qu'on fait. On s'amuse comme ça. Mais après, voilà, si l'opportunité se présente, disons que nous, on va pas démarcher les gens pour ça. Après, si des gens viennent nous voir et veulent acheter des scénarios, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas ça le projet. D'accord. Après, je pense qu'il y a une autre problématique qui est aussi que on peut pas mettre le même budget sur une salle à Paris comme on peut le faire en province. Donc je vois, il y a très peu de chances quand même qu'il y ait des gens qui veulent ouvrir des salles en province qui viennent nous demander d'acheter un scénario ici parce que je pense que le budget sera peut-être un petit peu trop élevé. Trop élevé. Ouais, d'accord. À l'heure actuelle, l'équipe de Magic compte combien de personnes ? Alors actuellement on est 7, enfin donc 5 Game Masters. D'accord. Plus Rémi et moi, donc on est aussi Game Master bien sûr. de temps en temps, enfin souvent, régulièrement même d'ailleurs. Donc ouais, on est 7 actuellement.
Et là, vos projets, vous faites que aujourd'hui gérer cette enseigne ou vous avez d'autres pistes? Enfin, je sais que activités. vous avez aussi les bouquins que vous, Ouais. que vous publiez C'est vrai, régulièrement. j'avais oublié. Alors, plus moi, du coup, mais. Toi, tu faisais. Moi, j'ai travaillé sur les 2 Ouais. premiers livres, Voilà. et justement, enfin, il y a un moment où c'est en effet très chronophage de faire toutes ces C'est ça. choses. Ouais. Travailler sur escapegame.fr, travailler sur les livres, travailler sur Majestic, ça prend du temps. Moi, je m'occupe plus des livres, mais en effet, Rémi continue à faire les livres avec Mélanie d'escapegame.fr aussi. Ok. Et oui, ça ne s'arrête plus. Je crois que maintenant, ils sortent une dizaine de livres par an. Ah ouais, c'est un truc pour de les malade. enfants, Ouais, génial, il y en a plein, etc. plein. Ouais. Non, mais c'est cool, ouais. Ouais. Ok, donc juste Majestic pour toi. Ouais. D'accord. Enfin, juste, c'est déjà pas mal. Majestic et la partie un peu technique sur escapegame.fr. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous organisez aussi des événements pour les entreprises, par exemple les CE notamment en semaine, ou est-ce que vous êtes plus réservé aux particuliers, enfin aux... Alors il se trouve qu'on est bien amis avec Epsilon, Escape Game, qui eux ont beaucoup de place pour accueillir des événements. Ouais. Donc ouais, le choix qu'on a fait, c'est plutôt de travailler avec eux quand il y a des événements. D'accord. Ils s'occupent de toute l'organisation et nous on est juste là pour leur passer nos salles si besoin. Si besoin, voilà. Ouais, d'accord. Mais ouais, on l'a fait au tout début de Majestic, faire des petits cocktails, etc. ici. Ça demande une organisation assez importante. Ouais. Enfin, ça aussi, ça prend du temps. Faut que tu aies vachement d'employés qui soient là, Ouais. à la fois pour gérer les salles, pour Oui. gérer les gens qui sont dans la salle, pour gérer les petits fours, le machin, etc. Ouais. Au final, on est très content de plus, déléguer ça avec pas très loin. Epsilon. Non, mais après, on fait beaucoup de partage avec Epsilon. Epsilon et la Log, du coup, en fait, on est tous les trois très proches là. Ouais, vous êtes voisins. Ouais. Et du coup, de toute façon, quand on a un team building avec, je sais pas, 75 personnes, Ici, on peut pas les accueillir ici. Okay. Ouais. Enfin là, on a 3 salles, donc 5 personnes par salle, ça fait 15 personnes par heure. Donc forcément, on est obligé de se mettre d'accord avec les enseignes à proximité, quoi. Puis après, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué dans vos interviews, mais on se considère pas vraiment comme des concurrents entre tout à fait. sûr. On est plutôt confrères parce que au final, quelqu'un qui va venir jouer ici va pas revenir tout de suite et va aller jouer ailleurs. Donc tout le monde se renvoie un peu la balle. Donc au final, il y a globalement, je vais dire, il y a une bonne entente entre les enseignes. Ouais. C'est à peu près le son de cloche qu'on a de tout le monde. Epsilon nous a dit du bien de chez vous. Vous avez Ils m'ont même pas appelé pour dire. Il y a l'escapatoire qui vous souhaite le bonjour. Oui, voilà, tout le monde, tous ceux qu'on a croisés. On a un peu plus de mal à travailler avec l'excavatoire du coup, qui sont pas plus tout loin. à fait à côté. C'est ça, ils sont plus loin. Mais bon, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on a constaté une bonne ambiance. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on aime nous, en tant que joueurs, de venir dans les enseignes et discuter avec des passionnés qui sont eux-mêmes souvent qui ont le virus de l'escape game, quoi. Ouais. Et j'avais une question aussi vis-à-vis des Escape Game Awards. Ouais. C'est quelque chose que vous continuez? Exactement. Ouais. C'est vrai qu'on a mis le projet, j'oublie à chaque fois. Ouais, non, mais... C'est vrai qu'on a ça aussi. Putain, merde. Putain, faut que je renvoie un mail d'ailleurs. Tout à l'heure tu nous demandais si on fait quoi à côté? Non, rien du tout. Non, pas grand chose, hein, c'est pas rien. Vous gérez toujours ça? Ouais, on gère toujours ça. Justement, l'année dernière, on était un peu sous l'eau, donc ça a été un peu mis en pause, mais on l'a relancé cette année. Ouais. Ça a très bien marché, on était contents. On avait un peu hésité. Du coup, cette année, on a fait carrément un live et tout. Ouais. On a vu des vidéos un peu passer à droite à gauche. Ouais. En fait, on a relancé le truc et on s'est dit est-ce qu'on fait le truc à moitié ou est-ce qu'on le joue à fond? Genre, on fait un événement, on fait le truc. Et du coup, on a tenté le coup et ça a vachement bien marché. Du coup, il y avait pas mal de gens. On a fait ça chez The Good Game, qui a un bar à jeux là, à Paris, et la salle était pleine. Donc on était très contents, donc on va voir ce qu'on fait l'an prochain. Est-ce qu'il y a encore plus de monde? C'est quoi le but à part récompenser bien sûr les meilleures enseignes, et puis certaines thématiques comme les Game Masters, les décors, les trucs comme ça. Ouais. Et puis le meilleur scénario, je pense aussi. Je sais plus, vous avez. Ouais, cette année on a simplifié. Vous avez réduit, on a simplifié. On a une catégorie qui récompense le meilleur jeu. Donc le meilleur jeu, ça comprend en gros la cohérence, l'aspect global du jeu, la cohérence du jeu, du scénario, et l'intégration des mécanismes là-dedans, quoi. Une partie qui récompense les décors.
Donc en fait c'est un peu les deux gros sujets qui viennent quand on parle d'escape game avec les joueurs. Ouais. Il y a tout le temps des gens qui vont nous dire ah ouais là l'histoire était géniale et souvent des gens qui vont nous dire ah le décor était génial. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va simplifier, on va faire 2 catégories Gardez comme que ça. Ouais. Et après globalement il y a un prix qui récompense une enseigne parce qu'il y a aussi des enseignes dans leur globalité qui sont très bien, qui sont très cohérentes, etc. Donc ça nous paraissait important aussi d'avoir ce prix là quoi. Et quel était la question en fait c'est quoi le but en fait qu'est-ce que ça apporte est-ce que ça apporte une visibilité aux enseignes, de la crédibilité, qu'est-ce que tu leur offres, enfin qu'est-ce que tu leur offres, qu'est-ce que vous leur offrez grâce à ces awards? Nous l'idée derrière c'est juste de promouvoir l'escape game, enfin, c'est le but principal du truc quoi, pour qu'on en parle quoi. Ouais, puis c'est sympa aussi, ça profite. Fédérer. L'idée c'est que quand même ça profite un peu à tout le monde et en effet après ça profite aussi assez bien aux enseignes qui ont eu des prix parce qu'ils peuvent le mettre en avant auprès de leur communauté quoi. Ouais, bien sûr. Je sais, j'arrive pas trop à me rendre compte de l'impact que ça a, mais j'ai pas trop creusé la question. Voilà, mais en fait l'idée mais c'est déjà sympa de le faire, l'idée numéro 1 c'est vraiment de promouvoir l'escape game auprès du public en faisant un peu de bruit quoi. Ouais, ça fait du bruit, c'est repris par certains médias derrière. Pour l'instant non, c'est un truc qu'on voulait creuser et qu'on n'a pas trop eu le temps de faire. Parce qu'on a mis le projet. Bon, t'as vu, on a fouillé un petit peu, on sait que vous faites plusieurs trucs. Après, moi j'ai plus d'infos là. Je pense que tout a été abordé. C'est là, ça fait. Est-ce qu'on a d'autres projets secrets? Sinon, je sais que tu fais du tennis le samedi après-midi. C'est le mec le stalker malaisant. Ouais, c'est ça. Bah écoute, en tout cas, Benjamin, c'était vraiment super sympa de nous avoir accueillis au sein de Majestic. Je pense que c'était vraiment génial, on a eu plein d'informations. Ouais, ça fait toujours très plaisir de rencontrer des gérants. Pas dit trop de bêtises. Non, t'inquiète pas, tu seras coupé au montage au pire. Il va rester 2 minutes de vidéo. Non, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ciao. Salut.